On va démarrer. Alors bonjour et bienvenue dans cette session qui est consacrée à Equals et Hcode. Rapidement, je suis Brice Leporini, je suis développeur Java et je suis indépendant. Alors pourquoi on va parler d'Equals et Hcode aujourd'hui? Parce que d'expérience, ce sont des notions qui ne sont pas franchement claires pour les développeurs. Quelle est la relation entre les deux, comment implémenter Hcode. Et il y a une étude qui a été menée sur un patrimoine de code conséquent qui démontre que la plupart des implémentations sont à minima fragiles et dans la plupart des cas complètement buggées. Donc comme point de départ, je vais prendre l'opérateur égal-égal. Alors évidemment, égal-égal, ça va vous permettre de comparer des types primitifs entre eux. Par contre, dès que vous allez utiliser l'opérateur égal-égal, sur des objets, ça va simplement permettre de vérifier que deux références pointent sur la même instance. Donc on est dans le cas d'égalité le plus strict. Ce qui ne permet évidemment pas... Tiens, j'ai l'impression qu'on m'entend mieux. Ce qui ne permet évidemment pas de comparer fonctionnellement deux instances distinctes. Donc pour comparer deux instances distinctes, on a la méthode equals dans Javalang Object. Qu'est-ce qu'elle fait? Equals égale égal égal. Par défaut. Ça vous aide pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, prenons une classe user dans laquelle on a simplement un champ name. On va instancier deux objets user qui sont parfaitement identiques et si on applique equals dessus, on va avoir faux, alors qu'en fait ces instances sont parfaitement équivalentes fonctionnellement. Donc c'est évident que si on veut tester l'équivalence fonctionnelle de deux instances, il faut redéfinir la méthode equals. Pour ce faire, la Javadoc de Javalang Object nous donne les propriétés à respecter pour que cette méthode reste conforme au contrat. La première, c'est qu'elle soit réflexive, c'est-à-dire que x égale x. Elle doit être symétrique, c'est-à-dire que si x égale y, y égale x. Elle doit être transitive, donc si x égale y et que y égale z, alors x égale z. Évidemment, elle doit être cohérente. Si vous ne modifiez pas vos objets, au fil du temps, l'appel à cette méthode-là doit toujours retourner le même résultat. Et il y a un dernier point qui retient mon attention tout en bas, c'est que il est généralement nécessaire de redéfinir Hcode de concert avec equals. C'est le généralement qui m'interpelle. On va voir pourquoi. Donc allons-y, on revient sur ma classe user. Et première ligne de la méthode equals, je fais une sortie anticipée si c'est la même instance, donc forcément elles sont égales. On est dans le cas des qualités le plus strictes. Et puis après, je vais comparer le nom, puisque de toute façon, j'ai que ça à comparer. Ensuite, vous avez un test à droite qui va permettre de vérifier les propriétés qui sont spécifiées dans la Javadoc. Donc la réflexivité, on reprend exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, la réflexivité, la symétrie, et on vérifie que tout ça, ça passe. Ensuite, là où les choses se corsent, c'est quand on va vouloir stocker nos objets dans des hash collections. Si on prend par exemple deux instances de notre classe user et une hashmap qui va prendre en clé un user et en valeur des integers, si on met user 1 et 2 dans la hashmap, qu'on vérifie que dans la hashmap, la seule clé présente est bien égale à user 2, ça va être vrai. Si on lui demande si la seule valeur qui est présente est bien égale à 2, ça va être vrai. Mais par contre, si on lui demande si elle contient une entrée user 2, ça va nous répondre faux. Et alors en plus, Sergey va nous répondre un message qui est assez amusant, puisqu'il nous dit, écoute, moi dans la map qui contient Bali et la valeur 2, je m'attends à trouver Bali et la valeur 2, et finalement, j'arrive pas à trouver Bali et la valeur 2. On a évidemment aussi des problèmes dans les H7, puisque les H7 reposent sur des hashmaps. Donc, dans les deux exemples que je vous propose, c'est que si on insère user 1 dans le H7, si on veut vérifier que user 2 est contenu dans le H7, il va nous répondre faux, alors qu'on sait que user 1 et user 2 sont égaux. Mais pire, si on ajoute user 1 et user 2 dans le H7, alors on va avoir des doublons, puisqu'on
normalement, on s'attend à en avoir qu'une seule valeur, puisque je rappelle que le but dans la vie d'un H7 et d'un set en général, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas de doublon. Et bien là, on vient d'en mettre. Alors, il n'y a pas de suspense, c'est le défaut de hashcode qui est responsable de ces anomalies. Le hashcode, c'est quoi? Ben, c'est simplement une valeur entière qui représente la réduction d'un objet. Pour redéfinir hashcode, ce que nous dit Javadoc, c'est que ça doit être cohérent comme le equals, donc si la valeur ne change pas, le hashcode ne doit pas changer. Et la relation avec equals, qui est importante, c'est-à-dire que si deux objets sont égaux selon la méthode equals, alors ils ont forcément le même hashcode. En revanche, c'est pas parce qu'ils ne sont pas égaux qu'ils n'ont pas le même hashcode. C'est pas requis, disons. Par défaut, donc, ce qui est implémenté dans Java Lang Object hashcode, c'est que des instances différentes renvoient des hashcodes différents. Puisqu'il est dit dans la doc que ça se base sur l'adresse de l'objet, ce qui a priori n'est pas 100% vrai. Pour comprendre pourquoi ça échoue, on va faire une petite piqûre de rappel sur les hashmaps. Comment ça marche une hashmap? Une hashmap, elle va stocker les entrées dans un histogramme qui est basé sur le hashcode, le hashcode de la clé. Donc quand vous faites un map put user 1, 2, il demande le hashcode de user 1, ça lui permet de sélectionner le bucket dans lequel il va insérer l'entrée. Et donc quand on arrive avec une clé user 2 pour demander si elle est contenue dans la hashmap, c'est pas le même hashcode, donc il cherche dans un mauvais bucket ou dans un bucket qui n'existe pas. Dans le cas du H7, ce qui se passe, c'est que quand on va insérer le user 1, il le met dans le bucket qui correspond à son hashcode, et quand on insère user 2, il le met dans un autre bucket, puisque c'est pas le même hashcode. Ce qui explique qu'on a des doubles, qu'on n'arrive pas à déterminer que des objets distincts mais égaux sont contenus dans la collection. Donc on va implémenter hashcode. Et moi j'ai pris le parti de dire je ne vais pas faire un truc compliqué, je vais prendre la longueur de la chaîne nom. Et là vous devez tous être en train de vous dire oh my god. Alors, c'est naze comme implémentation, mais par contre, elle est conforme au regard des contraintes que je vous ai énoncées tout à l'heure qui sont issues de la Javadoc. Avec cette implémentation, on passe les tests. Mais ce n'est pas l'implémentation que je vous recommande d'utiliser, puisque, et de toute évidence, elle génère un nombre important de collisions. Donc ça veut dire que dans vos hash collection, vous allez avoir des buckets avec plein de valeurs à l'intérieur. Par contre, on n'a pas réglé tous les problèmes encore. Notre classe user, déjà, elle n'est pas finale, donc on peut très bien dire, tiens, si on dérivait la classe user en user with password, on va redéfinir encore une fois equals et hashcode, en réutilisant un petit peu ce qui s'est fait dans user. Et tant qu'on va comparer des user with password entre eux et traiter avec des user with password, ça marche très bien. Par contre, là où ça va s'effondrer, c'est quand on va commencer à comparer des users avec des users with password. Puisque si vous regardez le code d'equals dans les deux classes, un user va être d'accord pour se comparer avec un user with password. Par contre, un user with password va refuser la comparaison. Et puis évidemment, comme le hashcode n'est pas calculé de la même manière, le contrat sur un hashcode va être rompu aussi. Comment on va s'en sortir? Un pattern qu'on retrouve souvent, c'est d'avoir une troisième méthode. Une troisième méthode qu'on peut appeler CunEqual, qui sera redéfinie dans les classes phi et qui va permettre de demander à l'objet qui est proposé pour la comparaison s'il accepte la comparaison. Donc du coup, dans notre classe user, on va invoquer la méthode CunEqual dans l'implémentation de hashcode, de equals, pardon, et c'est cette méthode qui va répondre si l'objet passé en paramètre accepte la comparaison. Alors, on aurait pu dire, il y a une stratégie aussi qui aurait pu être de dire, tiens, de toute façon, si la classe n'égale pas
n'est pas égal strictement à user, alors je refuse la comparaison, mais c'est prendre une décision de conception en amont qui peut être embêtante par la suite, parce que peut-être qu'il y a des sous-classes qui pourront accepter cette comparaison. Alors, je vous ai montré tout à l'heure une implémentation qu'il ne faut pas retenir de Hashcode. Comment vous faites pour implémenter correctement Hashcode? Alors, pour l'état de l'art, vous allez voir l'item 9 de Effective Java de Josh Bloch. Généralement, il y a toujours un exemplaire qui traîne dans les open space, souvent pour caler un moniteur. Et là, vous aurez le détail avec le décalage de bits, la multiplication par les nombres premiers, etc. C'est un peu fastidieux, surtout que il faut le maintenir, tout ça. Donc, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser des utilitaires qui sont fournis par Apache Commons Lang, qui sont Equals Builder et Hashcode Builder, dans lesquels vous allez spécifier quels sont les champs que vous allez comparer et quels sont les champs que vous allez utiliser pour le calcul du hashcode. Alors, ça vous épargne pas d'implémenter le CunEqual, de maintenir tout ça à jour quand vous faites évoluer vos classes, mais c'est déjà moins fastidieux que les faire à la main. Alors, moi, la méthode que je privilégie, dans la mesure du possible, c'est d'utiliser le processeur d'annotation Lombok. Donc vous avez dû le voir, c'est ce qu'on voit ici quand vous avez @getter et setter. C'est-à-dire que c'est lui qui va générer à la compilation un certain nombre de méthodes qui peuvent être générées automatiquement. Il va maintenir la cohérence entre equal et hashcode, et en plus, il va utiliser le pattern CunEqual que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on a presque fini en fait. J'ai un dernier exemple à vous montrer. Si vous modifiez une des propriétés qui sont utilisées pour calculer le hashcode, après l'avoir inséré dans une hash collections, il y a tout qui s'effondre. Et là, la technique peut rien pour nous, puisqu'on est tiraillé entre devoir respecter la convention des JavaBeans, donc constructeurs par défaut, les assesseurs, les mutateurs, et donc les contraintes métiers, puisque finalement on est en train de traiter de l'identité des objets. Et là, à ce moment-là, c'est simplement la responsabilité du développeur et du métier de ne pas modifier ces propriétés-là après la création de l'objet, ou alors de remettre en question les modalités de l'identité de l'objet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je suis à votre disposition pour des questions. Alors, pour les objets mutables, est-ce qu'on ne peut pas calculer le hashcode à la création? Le problème, c'est que si après on modifie l'objet et qu'on ne modifie pas le hashcode, on va rompre le contrat qu'il peut y avoir entre equals et hashcode. Alors, le fait de ne pas changer... Quand on utilise une collection immutable, ça veut dire qu'on ne peut... Oui, mais c'est les entités qu'il y a à l'intérieur qui restent mutables. Le problème, c'est que la collection, si elle ne peut pas changer, si on peut changer les entités qu'il y a à l'intérieur, ça va perturber son fonctionnement aussi. Ouais, ça va plus précisément, ça va provoquer des fonctionnements qui sont inattendus. Alors, j'ai pas l'implémentation que propose Josh Bloch en tête, honnêtement. Je pense qu'il il faut s'y référer. Alors, autant qu'il me souvienne, autant Hashcode Builder comme l'implémentation de Hashcode
de Lombok, il me semble qu'il respecte ce que Josh Bloch recommande dans Effective Java. Maintenant, c'est arrivé dans certains cas où on a des entités qui sont où le hashcode est hautement sollicité dans des itérations, dans des collections, etc. Où à un moment donné, on se dit bon bah on change de fusil d'épaule, on délombok, c'est-à-dire qu'on récupère le travail que Lombok a fait, mais par contre comme ça, on fait le calcul du hashcode qu'une seule fois et on le stocke tant que les propriétés qui interviennent ne sont pas modifiées, pour éviter d'avoir à refaire ce calcul à chaque fois, parce que dans certains traitements itératifs, ça peut avoir un impact. Non. Bah, justement, tu les références, dans. Ce sont des builders, donc tu donnes les champs dans lesquels il doit regarder, et à la fin, tu construis un objet qui va calculer le hashcode en fonction de ce que tu as déclaré dans le builder. Aussi, mais il faut les maintenir. Moi, je préfère Lombok parce qu'en fait, il n'y a pas à le maintenir. Comme c'est un processeur d'annotation, lui, à la compilation, il va par défaut, il va prendre un certain nombre de méthodes. Alors, de champs, on va pouvoir quand même le paramétrer de façon à évincer certains champs. Notamment, par exemple, dans Hibernate, on nous dit qu'il ne faut pas prendre l'ID, donc on peut dire qu'il ne prendra pas l'ID pour faire les equals hashcode. C'est bon? Ben, je vous remercie.